Alors, je ne peux pas en parler comme un historien, je ne peux pas en parler comme un conservateur, je vais en parler comme un concepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est trouvé devant les mêmes problématiques que les concepteurs de cette époque-là, justement par rapport au moment moderne, mais aussi par rapport à la construction qui se développait dans ma jeunesse, celle que tout le monde connaît, et surtout celle des grands ensembles qui étaient de l'anti-Pouillon complet. Donc, par rapport à ça, je voulais vous lire un petit texte qui est l'éloge de Bernard Huette, dont je vous disais, c'est un espèce de sage de la profession, et qui a beaucoup travaillé sur l'espace public, énormément. Et donc, il commence comme ça. Parmi toutes les œuvres d'architecture qui contribuent à la construction de la mémoire d'un architecte, il y a celles que l'on doit connaître parce qu'elles font partie du patrimoine génétique de l'architecture et forment la substance de l'histoire officielle enseignée dans les écoles. Il y a enfin des œuvres rencontrées plus ou moins par hasard et que l'on reconnaît intuitivement, celles que l'on n'a pas choisies et qui s'imposent soudainement comme dans une relation amoureuse, celle dont on est jaloux parce qu'on y retrouve le reflet d'un rêve qu'on aurait voulu s'inventer. Certaines œuvres de Fernand Pouillon sont ainsi entrées par effraction dans ma mémoire autobiographique, la plus secrète et la plus profonde. Je laisserai à d'autres les savantes exégèses et je me contenterai de livrer le témoignage d'une longue relation qui aura probablement affecté ma vie au-delà même de la conscience que j'en ai aujourd'hui. Et je crois que ce qu'il dit là, c'est exactement ce que j'ai vécu de la même façon. Et il dit dans les choses qui l'ont énormément marqué, il était tout jeune, il avait une douzaine d'années et il va passer ses vacances à Toulon et il se retrouve par hasard sur la plage des Sablettes, qui était un chantier que Pouillon était en train de construire à l'époque. Et il dit qu'il a été émerveillé, tout jeune enfant, émerveillé par ce qu'il avait vu et qu'il a profondément marqué. Ensuite il dit, juste après, je commence où là, je n'avais pas du tout l'intention de devenir architecte. Et après, ça s'est affirmé dans ma jeunesse. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la chose, je suis tombé sur le Vieux-Port de Marseille. Et là, j'ai été aussi très, très fasciné par la monumentalité des choses, qui était absolument le contraire de ce que j'avais vu aux Sablettes. Les Sablettes, c'est un petit village charmant, etc., qui était un truc de reconstruction qui a été refait parce que ça avait été rasé pendant la guerre, mais c'était une petite placette, petite statue, tout petit, mais très, très chaleureux. Et là, le Vieux-Port, il se rend compte qu'en plus, c'est quelque chose de monumental. Ce n'est plus le petit côté chaleureux et amical des Sablettes, c'est du costaud, c'est du très costaud. Et ensuite, on raconte encore que, toujours en faisant ses études, il se trouve à Aix, un moment très très curieux, le SIAM, c'est-à-dire je sais pas quoi, c'est la grande manifestation des modernes, ça s'appelle le Congrès international des architectes modernes, a lieu à Aix et à Marseille, et personne ne lui a rien dit. Et le SIAM se déroule presque en catimini, 400 architectes de tout le monde, du monde entier réunis, mais ils restent entre eux, c'est pas un truc. Et en même temps, ils se rendent compte qu'à Aix, il y a une exposition étonnante qui s'appelle Ordonnance. C'est les élèves de Pouillon qui avaient relevé, comme je l'ai fait là, tous les bâtiments de la ville d'Aix, tous les bâtiments 18e, Moyen-Âge, etc. Et Pouillon avait payé une exposition pour que tout soit rassemblé. Et donc il dit en même temps, j'étais intéressé par le SIAM, mais je n'étais pas invité. Et là, à l'hôtel Meignet d'Oppède, il y avait une exposition qui, en fait, me racontait toute la ville d'Aix. Et en plus, la ville d'Aix était en même temps pour moi le festival, Don Juan, etc. Et puis dans ma tête, Pouillon est resté gravé à jamais par rapport à tout ça. Donc, c'était pour vous dire. Et pour moi, c'est drôle parce que Pouillon s'est aussi révélé à moi par rapport à quelque chose qui est absolument incroyable. Pouillon avait fait pour les Tuileries de Marseille un petit stand à la foire, où il avait, comme un amusement, essayé de
de représenter tout un tas de petits éléments, composants, pas composants, avec de la brique creuse, toute bête, celle que fabriquaient les tuileries de Marseille, et avec lequel il est arrivé à faire des croisées d'ogives, des ponts avec des petites briques de 5 cm d'épaisseur, où tout le monde sautait dessus pour montrer la résistance. Donc, et moi j'avais été, c'était comme une attraction. Moi non plus, je n'ai pas encore imaginé que je serais dans le métier, mais pour moi c'était une attraction de sauter à 4 sur un truc très fin et que ça marchait. Plus, c'était un endroit très très sympathique et très chaleureux. Donc par rapport aux histoires de Pouillot, de Huette, moi je rajoute celle-là qui était un truc qui m'a fasciné et qui a certainement déterminé aussi une part de mon boulot. Je reprends en Pouillot. Hélas, dès que je commençais mes études d'architecture, on me fit vite comprendre que cette leçon n'était plus d'actualité et que je dois confesser avec une certaine honte que pendant longtemps, j'ai tenu secrète mon admiration pour Fernand Pouillot. À une époque où il fallait faire absolument moderne, en coulant plutôt mal des tours de béton brut, en alignant des kilomètres de barres et de tours composées selon les dogmes déjà fatigués de l'internationalisme à la mode franco-suisse. Je n'ai jamais osé avouer que j'avais commencé à aimer l'architecture grâce aux pierres et aux arcs et aux voûtes des Sablettes et du Vieux-Port de Marseille. Pour l'école corbusienne française, l'architecture de Fernand Pouillot fut immédiatement perçue comme une violente provocation. Prenant à contre-pied tous les principes de l'architecture moderne, elle se présentait comme une véritable antithèse. L'utilisation massive de la pierre de taille, les compositions axiales, fortement affirmées, les références historiques explicites et des modèles urbains provoquèrent une vive répulsion chez les architectes corbusiens, qui le taxèrent, Pouillot, d'académisme pompier et de fasciste. Aveuglé par le dogmatisme auquel ne fut capable de reconnaître la force dégagée, aucun ne fut capable de reconnaître la force dégagée par cette architecture, la beauté de ses proportions, la qualité technique de sa mise en œuvre, la référence explicite à la tradition classique française dans la descendance directe d'Auguste Perret. Auguste Perret est un architecte novateur du XXe siècle auquel tout le monde se référait, Corbusier compris. C'était l'apôtre du béton brut qui a fait le théâtre des Champs-Élysées, qui a fait énormément des églises en béton un peu partout en France. Donc, tout le monde se référait à Perret, mais en définitive, Pouillot plus que les autres. Et le doc, en fait, quand il disait que l'architecture moderne avait des dogmes dont tout le monde que tout le monde devait respecter, que j'appelle moi l'étape de la loi, c'est quelques thèmes, qui sont l'orientation des immeubles, nord-sud. Ce qui explique, par exemple, qu'à Marseille, un élève de Pouillot, qui s'appelle Lamourdette, et qui fait le centre-bourse, au lieu d'orienter, comme la tradition l'avait fait à Marseille depuis des siècles, ces bâtiments dans l'axe est-ouest, c'est-à-dire ce qui est perpendiculaire à Courbeil-Zeus, sur le grand axe, Pouillot, Lamourdette, pour faire plaisir et pour participer à la famille, oriente, vous verrez bien, ils sont tous orientés nord-sud. Et donc, le Chemetov était fou furieux en disant il n'avait pas compris où il mettait les pieds, d'une certaine façon. Il a voulu faire du moderne dans un endroit qui n'en était pas. Donc, le dogme était donc l'orientation nord-sud, et si on n'en faisait pas orientation sud, on était mal vu. L'implantation, pas d'îlot, mais le bâtiment planté au milieu d'un espace vert, c'est-à-dire on ne fait plus de la ville, quoi. On fait de l'espace vert dans lequel, c'est le cas de Corbusier au Prado, où on plante un bâtiment orienté nord-sud. Donc tout ça, il fallait faire ça pour être dans le coup à l'époque. Plan libre, c'est-à-dire que sur un espace, les cloisons ne se correspondent pas, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a plus de descente de charge comme on appelle, c'est-à-dire dans le bâtiment, on fait en sorte que les poids se superposent les uns aux autres, ça s'appelle une descente de charge. Les modernes disent plus de descente de charge. Façade libre, c'est-à-dire qu'on fait des trous comme on veut, où on veut. Toit terrasse, pas de symétrie et industrialisation des composants. Une fois qu'on avait répondu à toute cette liste, on pouvait être un architecte moderne. Donc lui, ces dogmes-là, il les refuse. Cet homme que sa passion exclusive pour l'architecture et sa culture classique
rattaché au passé, était dans sa pratique entièrement tourné vers l'avenir. C'est l'histoire, c'est le titre. Au nom de l'architecture, il n'hésitait pas à mettre en crise le statut d'une profession et d'esquisser un mode d'exercice du métier correspondant aux nouvelles données d'une société industrielle en pleine mutation. Parce qu'il n'était pas l'homme d'aucune idéologie, il comprit probablement avant tout le monde que l'association entre l'industrie et l'architecture telle qu'elle était idéologisée par le monde moderne conduisait à sa défaite de l'architecture. Paradoxalement, les processus de recherche qu'il mettait en place, d'efficacité technique et d'économie, pour construire Pouillon, a simplement rationalisé des méthodes artisanales fort anciennes qui se révélèrent beaucoup plus rentables que les technologies lourdes utilisées par l'industrie du bâtiment. J'ai un peu coupé dans le truc. En réalité, c'était toute une politique industrielle du bâtiment depuis 1958, conduite par les différents ministères de l'urbanisme et du logement, qui mettait en cause ces véritables ennemis qui furent les technocrates, qui assurèrent le triomphe des systèmes, des modèles et des composants, au profit des grandes concentrations industrielles dans le domaine du logement. C'est tout le problème. Il s'insurgeait contre toute la politique qui a été mise en place après la guerre pour le relogement, et en construisant les grands ensembles. Les grands ensembles, c'était un repoussoir complet pour lui. Non pas par rapport à la quantité, il a montré que lui était capable d'en faire, mais d'une certaine façon, les grands ensembles étaient un mépris profond pour les gens qui allaient habiter. Les seules implantations étaient liées à des organisations techniques, ce qu'on appelle le chemin de grue. On faisait en sorte que la grue puisse ne pas se déplacer pour construire. Et tout un tas d'éléments comme ça qui renvoyaient les gens à ce qu'ils percevaient. On habite dans des cages à lapins. On a fait des cages à lapins parce que je pense qu'il y avait un profond mépris pour ces gens qu'on relogeait. Et ce n'était pas du tout le cas de Pouillon, qui lui disait, même pour les pauvres, il faut faire quelque chose de luxueux. Alors Huette raconte qu'un jour, dans sa vie, on lui a proposé d'être directeur d'Architecture d'aujourd'hui, qui était la revue d'architecture de référence, et qui avait abondamment soit saqué, soit ignoré l'heure de Pouillon. Et là, il se dit, je vais rendre la justice à Pouillon et faire un numéro spécial. Il s'avère qu'il se fait virer avant d'avoir fait le numéro spécial, mais il dit, j'ai eu le bonheur de rencontrer Pouillon, alors qu'à cette occasion, j'ai eu le bonheur de rencontrer Pouillon et de prendre ma dernière leçon. Cet aventurier flamboyant était en réalité un charmeur presque timide. Lorsqu'il parlait, il faisait partie de ces rares architectes qui aiment l'architecture plus que leur œuvre et plus qu'eux-mêmes. Il tenait l'architecture en si haute estime qu'il souhaitait la pratiquer comme un noble divertissement. Il avait la coquetterie de prétendre qu'il n'y aurait aucune autre justification à son œuvre, ni sociale, ni politique, ni constructive, ni doctrinaire. Il faut dire que, effectivement, Corbu, lui, il en faisait des tonnes. C'est-à-dire, tout était doctrine, tout était l'homme nouveau. Et déjà, quand on parle d'homme nouveau, il faut se méfier. Il fait 1m80, 2m26 au plafond, il mange à cette hauteur, il se dort à cette hauteur. Enfin, Pouillon avait fait l'homme nouveau pour qu'il rentre très bien dans son plutôt. Corbusier fait pour qu'il rentre bien dans son architecture. Alors je reprends. Cet homme qui, parce qu'il disposait d'une immense culture architecturale, était un insatisfait, qui jugeait avec lucidité souvent trop sévère certaines de ses réalisations, estimant que son œuvre ne passerait pas à la postérité. Il se retournait même, puisqu'il trouvait quelques vertus, il s'étonnait même qu'on puisse y trouver quelques vertus. C'est peut-être par modestie qu'il prétendait n'être qu'un bâtisseur, mais plus probablement, c'est parce qu'il méprisait l'arrogance vanité des architectes contemporains et qu'il aurait souhaité être assimilé au génial maître d'œuvre de l'abbaye du Toronnet, qui avait tenté de ressusciter dans son roman l'Alpha et l'Oméga, que vous connaissez sous le titre des Pierres sauvages. Et c'est là que réside peut-être la clé de l'énigme. Pour Pouillon, comme pour Lutens, Venturi ou Moneo, sont des architectes d'aujourd'hui, le projet n'est ni le lieu, ni le prétexte d'un manifeste doctrinal inlassablement répété et indifférent aux circonstances, mais une réponse exacte et particulière
de l'architecture au contexte chaque fois différent, l'architecte devient le médiateur et l'œuvre peut ainsi acquérir une existence autonome. Alors, j'ai fini, il est grand temps de découvrir véritablement l'œuvre complète de Fernand Pouillon et d'en tirer toutes les leçons qui s'y cachaient encore. Voilà pour ma lecture, et voilà pour l'éloge de Bernard Huette, qui me semble dans cette petite ouverture, parce que l'ouverture a nécessité de raconter tout ce qui va être cette petite ouverture est, à mon sens, très importante pour comprendre le reste. Alors, je n'ai pas connu Pouillon, mais j'ai très bien connu Bernard Huette, et Pouillon nous rassemblait tout le temps. Et lorsque, à l'occasion d'un concours, etc., on se rencontrait, on disait, mais qu'aurait fait Pouillon dans cette situation? Qu'aurait-il fait? Donc ça montre bien que, en dehors de personnes qui ont fait des manifestes, etc., la question de l'enseignement de Pouillon se posait pour les concepteurs de l'époque. On se posait tout le temps en disant, lui qui avait déterminé que, à la différence de Corbusier, il ne ferait pas la tabula rasa, que l'architecture n'allait pas commencer à lui-même. Il pensait que l'architecture était une vieille dame qui était très très vieille et qu'il fallait continuer dans son époque, avec ses moyens, avec sa modernité au sens moderne, continuer cette grande histoire de l'architecture. Et il avait comme bouquin de référence, et c'est intéressant, un bouquin qui s'appelle Le Choisy, que tous les jeunes architectes connaissaient à l'époque. C'est un ingénieur. Choisy est un type du 19e siècle qui avait écrit une histoire de l'architecture uniquement par l'évolution des techniques, en disant, si on est passé de l'ogive comme ça à la croisée d'ogive, voilà les éléments techniques, et on est terminé. En ne sachant jamais vraiment si ça avait été simplement l'évolution de l'architecture, avait été une évolution technologique, ou ça avait été une évolution des idées. Est-ce qu'on a construit plus haut parce qu'on voulait s'en rapprocher du ciel, ou est-ce qu'on a construit plus haut parce qu'on s'est trouvé les moyens de le faire? C'est l'histoire de la poule et de l'œuf, et qui choisit donc, fait toute l'histoire de l'architecture uniquement avec ça, en disant, cette invention en génère une autre, qui génère un autre type d'architecture. Donc ce bouquin-là était son bouquin de référence. Donc il mettait l'architecture à un niveau qui était à ce niveau-là, au niveau de l'architecture continue, mais elle doit prendre le contexte et les techniques et tout ça à la lettre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on construit en béton, pourquoi pas, eh bien faisons-le, mais avec modération et avec... Donc en fait, si vous voulez, on peut dire que tous les architectes sont souvent, et sont même toujours, des gens d'une époque et d'un lieu. Lorsque, par exemple, on parle on parle du grand siècle, on ne peut pas faire l'impasse sur Mansa et le nôtre. Ce sont deux architectes qui, par leur œuvre, expliquent mieux que quiconque et mieux qu'un livre d'histoire ce qu'est le XVIIe siècle, son classicisme, ses valeurs, etc. Lorsqu'on parle de Ledoux ou de Boulay, on ne peut pas les comprendre si on n'a pas compris le siècle des Lumières et la Révolution française. Donc ces gens-là ne peuvent exister, et non leur œuvre, que par rapport à une époque particulière. Parce que l'architecture, par rapport aux autres arts, a une nécessité absolue, c'est qu'il y a une vraie mission sociale de loger et d'organiser l'espace des gens. Donc cette notion-là est un truc qui fait que on ne peut être... Alors, Pouillon, comme je vous disais, plutôt Corbu, je fais des lapsus qui me tuent, Corbu, lui, est l'homme des avant-gardes, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, l'avant-garde, les surréalistes, l'art abstrait. Pouillon est dans ce monde-là. Corbu plutôt, est dans ce monde-là. Et Pouillon, lui c'est l'homme de la libération et de la reconstruction. Je m'explique. C'est-à-dire que... Alors, il est à la fois l'homme de cette époque-là, mais il est aussi l'homme, un Marseillais. Et ça, je voudrais bien qu'on imagine, on n'arrive pas à imaginer que Pouillon est Marseillais. Et pourtant, il est fondamentalement Marseillais. Alors, il n'est pas né à Marseille, il est né à Cancon, parce que son père était ingénieur en génie civil, et qu'il est né par hasard. Mais à 6 ans, 7 ans, il arrive à Marseille, et là, il commence à avoir la vie
d'un petit Marseillais classique. Il fait ses études au lycée Saint-Charles à côté. Et il rentre à l'école d'architecture en 1929 dans l'atelier de Gaston Castel. Gaston Castel, c'était le grand architecte marseillais qui a fait l'Opéra de Marseille, qui a fait le Monument des Poilus, qui a fait tout un tas de trucs, qui, à l'aveu même de Pouillon, n'était pas un grand architecte, mais bon, il avait de la sympathie pour lui. Et donc il rentre chez Gaston Castel, et il fait ses études à la fois un peu en pointillé, mais ça se faisait énormément à l'époque. Tu m'arrêteras si je vais trop loin parce que je suis chargé à bord. Je me suis tellement drogué à Pouillon que je suis un vieux junkie, là, tu vois, je suis chargé à mort. Je vais passer des photos de la destruction du vieux plan pour montrer... Non mais attends, alors laisse-le parce que je vais y venir. Voilà. Donc, il a fait ses études d'architecture comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'avait pas de diplôme. Était architecte celui qui avait des clients et qui faisait de l'architecture. Il était reconnu par ses pairs, mais il n'avait pas obligation de passer un diplôme pour être architecte. Et donc, l'époque était curieuse et très très particulière politiquement. On est en 1929, Marseille, c'est le milieu qui est dans la ville. Le milieu est à la mairie. C'est-à-dire que les combines, tout était à l'avenant. Jusqu'au moment où le vase déborde, il y a le feu de nouvelle galerie, et donc là, on voit toute la gabegie de cette ville, mais Pouillon est jeune. Pouillon est là, il regarde. Et on voit toute la gabegie, et l'État dit, allez, la ville ne peut plus continuer à être comme ça, on la va prendre sous tutelle. C'est-à-dire que Marseille devient sous tutelle de l'État. On considère qu'elle n'est plus capable de se gérer elle-même. Donc ça veut dire que Pouillon passe sa jeunesse dans cette espèce de milieu un peu interlope, dans lequel les choses sont floues, quoi. Et comme tous les Marseillais, la loi, c'est quelque chose dont on discute. C'est pas la loi. La loi, on peut négocier avec la loi. Ça, c'est dans la tête des Marseillais. C'est pour ça que je dis que c'est un Marseillais. Et on verra plus tard que cette posture, il va la garder. On négocie toujours, on négocie. Il n'y a rien qui est scellé dans le marbre. Alors, il faut dire aussi que le monde de l'architecture, pendant qu'il fait son diplôme, est un monde qui est régi. L'école de Marseille est une petite école de rien du tout. La véritable école, la seule, l'unique, c'est les Beaux-Arts de Paris, Quai Malaquais, rue Bonaparte, ou tous les grands prix de Rome. Alors, comment c'était? Parce que l'école des Beaux-Arts, à cette époque-là, ne formait pas des architectes. Elle formait, et en peinture c'est pareil, elle formait des gens pour le prix de Rome. C'est-à-dire que le but de l'école, c'était d'avoir le prix de Rome. Et si on n'avait pas le prix de Rome, on n'était rien. Donc, cette histoire-là, c'est que ces prix de Rome, une fois qu'ils sont allés à Rome, ils reviennent et ils ont des postes qui leur sont dévolus. Ils seront architectes des monuments de tel endroit, ils seront architectes départemental de tel autre endroit, etc. Et ils seront surtout patrons de l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc, un type qui fait ses études à Marseille, c'est déjà un petit handicapé. Alors lui-même dit, Pouillon, je suis allé dans l'atelier de Guadet à Paris, et cet atelier-là, en fait, il n'y a pas du tout de trace, on n'est même pas sûr qu'il dit la vérité. C'est comme toute sa vie de Pouillon, parce qu'on la connaît surtout par le fait qu'il a fait le mémoire d'architecte. Et donc il a raconté par le détail toute sa vie. Donc ça a été assez facile pour moi de vous raconter tout ça, puisqu'il le dit lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que d'après les recoupements que j'ai fait toute ma vie, il n'a pas tellement menti. Sur son état de séducteur, tout ça, certainement. Sur son état de grand architecte, de génie. On a vu dans le truc de Huette qui est relativisé tout ça. Mais en définitive, tout ce qu'il raconte, les faits, sont des faits qui sont avérés. Donc là, il commence sa carrière en faisant un peu antiquaire, un peu architecte. Il construit 2 ou 3 logements, habitations, mais avec la pratique de l'époque. C'est-à-dire qu'il trouve lui-même le terrain, il trouve lui-même les financiers, comme s'il montait un film, pareil. Et après, il trouve des gens pour le vendre. Donc il se met en situation de tout faire. Et on va voir que ça lui a servi parce qu'il s'est rendu compte qu'en faisant tout, on avait une maîtrise beaucoup plus grande de son métier. Ensuite, il est un peu antiquaire. Et d'un coup, arrive
On lui dit, voilà, c'est 1941, obligé de passer ton diplôme. Alors, les gens ne passaient pas leur diplôme parce que, un, ils n'en avaient pas besoin, et que deux, ça leur faisait faire perdre une année pour faire un diplôme parce que c'est des recherches, c'est du travail, etc. Donc tout le monde, et même, je me rappelle même à mon époque, il y avait des gens, des vieux architectes qui passaient leur diplôme en même temps que leur fils. C'est-à-dire qu'ils avaient repoussé leur diplôme jusqu'au... Alors ils faisaient de grosses fêtes parce que c'était la famille. Mais donc, cette histoire de diplôme a été vraiment obligatoire à partir de 41. Donc là, il se dit, je vais faire un diplôme. Et là, il va chercher dans ce qui l'intéresse le plus, et son diplôme, c'est une abbaye dans les Calanques. Une abbaye dans les Calanques, ça veut dire que il constitue... Alors, ça veut dire que d'abord, il est fasciné, et il a toujours été fasciné, on verra par la suite, par le Moyen-Âge, et en particulier l'ordre cistercien, qui est un ordre de bâtisseurs, qui sont un ordre excessivement rigoureux, où en fait, la notion même de rigueur est élémentaire. Puis après, presque une notion sociale. L'ordre de Cluny, qui est son opposé, c'est les fastes, on devient des seigneurs. Les cisterciens, eux, ne veulent pas percevoir l'impôt, veulent travailler sur la terre, etc. Donc, un ordre excessivement rigoureux, une espèce d'amiche de l'époque, et qui, en fait, les fascine Pouillon, fascine Corbu, fascine plein de gens, parce que est contenu dans cette architecture, c'est-à-dire les trois dont on parle, Sylvacane, Toronnet, Sénanque, les trois provençales dont on parle, il n'y a pas d'ornement, il n'y a aucun ornement. Et c'est ce que dit Corbusier, c'est le jeu savant et magnifique des volumes sous la lumière. Il n'y a rien que le volume, Donc, Pouillon fait son diplôme là-dessus, et pour faire son jury, il demande à un type qui s'appelle, je connais que lui, mais j'ai oublié, Baudouin, qui est lui un patron de Paris. Mais en l'occurrence, il a aussi une maison dans les Calanques, donc il dit ce type-là, il connaîtra les Calanques. Donc ce Baudouin, il demande d'être au jury de son diplôme, et ce diplôme, il le passe à Lyon avec Baudouin. Et Baudouin le remarque et lui dit, voilà, on vient de me donner une mission à Marseille on appelle ça embellissement et plan de circulation de Marseille. On se rend compte que là, il va se mettre à travailler avec Baudouin, mais que c'était quand même une mauvaise action. C'était le moment où on imagine que l'autoroute allait rentrer jusque dans le centre de la ville. Pendant longtemps, l'autoroute est arrivée jusqu'à la porte d'Aix, et le projet sur lequel travaillaient Pouillon, Baudouin, etc., c'est d'imaginer qu'on allait restructurer la porte d'Aix, restructurer la bagarre Saint-Charles, et qu'on allait faire une grande avenue qui arrivait sur le Vieux-Port. Ce qui était, du point de vue de la circulation, une aberration. D'ailleurs, on l'a vécu quand c'était la porte d'Aix, c'est-à-dire qu'une fois que tous ces bagnoles arrivent, elles n'ont plus de débouché. Elles tombent sur un mur. Et s'il était arrivé jusqu'au Vieux-Port, ça aurait été pareil. Mais il n'en parle pas, Pouillon. Il ne dit pas que c'est une mauvaise action. Il dit, bon, je travaille avec Baudouin, et on travaille avec Margaretti, c'est notre architecte qui a travaillé à Marseille aussi, sur la porte d'Aix. C'est-à-dire, son projet sur la porte d'Aix, c'est très intéressant. C'est un projet, je ne l'ai pas en photo, mais c'est un projet qui est un projet, une place ronde, très ronde, grande, autour de la porte d'Aix, avec déjà les thèmes qui seront les thèmes de Pouillon. Rez-de-chaussée, galerie, ordre monumental, étage courant, dernier étage attique et décoré. Voilà. Donc, cette notion même, comment on fait des maisons, Pouillon le détermine dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, galerie au rez-de-chaussée, étage courant, attique, terrasse, etc. Ce qu'on voit sur le Vieux-Port, ce qu'on voit partout chez Pouillon. Donc, il a évacué tout ce que les modernes, chaque fois, essayent de faire un chef-d'œuvre. Lui, non. Pour faire de la ville, ça convient parfaitement. C'est le modèle des villes italiennes. C'est le modèle de beaucoup d'endroits du classicisme. Donc, alors, il fait ça, et bon, c'était pendant la guerre. Baudouin avait été plus ou moins payé par Pétain, donc il est parti, il n'a rien dit, mais il est resté excessivement attaché à Pouillon. Et toute sa vie, même dans les pires moments de Pouillon, il a été excessivement attaché à lui. Et Pouillon était aussi, c'est son seul et vrai maître. Parce que Baudouin, déjà, parlait d'espace ouvert, îlot fermé avec espace de jardin. Il ne remettait pas en question la ville, alors que Corbu remet en question la ville.
Quand il propose le plan voisin, il rase Paris et il met des tours. Non, là, Pouillon, il dit, je fais de la ville, et je fais de la ville claire, et je fais de la ville avec de l'espace public. Parce que pour lui, l'espace public, c'est presque l'essentiel. Les maisons sont le prétexte. C'est curieux de le dire. C'est-à-dire que l'espace public, il dit, c'est là où les gens se rencontrent, échangent, se promènent, les enfants jouent, etc. Donc, il revoit dans sa tête ce qu'est la ville classique, la ville traditionnelle, et même le village, avec l'espace public, c'est là où ça se passe. Après, c'est l'espace privé, les gens font ce qu'ils veulent. Donc là, c'est Baudouin a déjà fait ça, un projet à Paris, un projet à Strasbourg, dont j'ai oublié le nom, mais qui sont déjà des projets qui racontent cette histoire-là, l'histoire de l'espace creux, de faire la ville par le creux, et non pas par les masses. Donc, ils sont copains, et à ce moment-là, c'est la fin de la guerre, 43, boum, on détruit le quartier du Panier. Mais il faut dire que le quartier du Panier, c'est les Allemands qui l'ont détruit. Mais toute la bourgeoisie marseillaise, ça faisait des dizaines d'années qu'elle disait il faut purger le centre de la ville. Et Baudouin, et après expert, un autre urbaniste après Baudouin, avait plus ou moins imaginé qu'on allait rentrer là-dedans et faire un projet haussmannien dans le quartier du Panier. Hein. Donc là, les Allemands, ils ont fait le ménage pour eux, alors que, en fait, la bourgeoisie marseillaise était très contente que ce quartier, donc qu'on ne maîtrisait pas avec les bordels, les tripots, etc., elle ne voulait plus le voir. Donc, il arrive là, et donc les jeunes loups de Marseille, j'appelle ça les jeunes loups. Les architectes comme Pouillon, comme Egère, comme Dunois-Gonzague, et d'autres, qui étaient... Egère bon, peu importe, les architectes de cette époque-là, Devin, puisqu'après Devin est dans le coup, font un projet sur le centre-bourse, un concours d'idées, comme on appelle ça. On a l'habitude de faire des concours d'idées, on sait qu'il n'y aura pas de commande à la suite, mais on marque son territoire en tant qu'architecte en disant c'est moi qui ai eu les premières fois l'idée là, etc. Donc, ils font un concours d'idées et ils emmerdent. Et à ce moment-là, ils emmerdent un peu tout le monde. Et à ce moment-là, l'État, avec Claudius Petit, alors c'est là où la libération. L'État détermine qu'on va reconstruire le port de Marseille pour reloger les réfugiés. Il commence à travailler sur ça, et on imagine qu'on va envoyer un grand ponte, un grand prix de Rome parisien pour faire le projet. Et les jeunes loups sont là, en disant, nous on n'est pas des cons, on va pouvoir faire aussi bien, etc. Donc ça commence à monter cette histoire-là. Et aussi, c'est le moment où en fait, Pouillon a commencé à faire ses armes juste après la guerre. Et là, il y a des histoires. Tu m'arrêteras parce que les histoires, elles sont tellement... Chaque projet de Pouillon, c'est une aventure. Chaque projet de Pouillon est une aventure. Donc, sur chaque projet de Pouillon, on pourrait faire une conférence. Là, déjà, après la guerre, il se passe un truc. La Delta Force, c'est-à-dire l'armée américaine, est installée à Marseille et dit « Je vais m'installer dans l'immeuble des Dames de France ». Et dans l'immeuble des Dames de France, ils disent « Voilà, celui qui me fait un projet en 2 mois, tout compris, chat, téléphone, communication, tout compris, dans 2 mois, il a le marché. » Pouillon dit « J'y vais ». Parce que Pouillon est un aventurier. Et là, j'appelle le moment, je m'appelle le moment du western. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus d'administration. Il n'y a plus que les Américains. Il n'y a plus personne. Et Pouillon se dit, bon là, c'est le western. Je vais pouvoir tout faire. Donc, en fait, il répond au truc des Dames de France. Et là, il fait le tour de tous ses copains de l'école, etc. Pour qu'on l'aide à faire ce projet en 3 mois. Parce que là aussi, c'est open bar. Il n'y a pas de problème de prix. Il faut qu'on le fasse en 3 mois. Donc, du coup, et c'est là qu'il rencontre ses vieux copains d'école, dont un en particulier, qui est extraordinaire, qui s'appelle Marceau. Il a connu à l'école un fils de Carrier, la carrière, une carrière provençale, je ne me rappelle plus. Fontvieille, Terrasso ? Non, carrière Fontvieille. Carrière de Fontvieille. Une vieille famille de Carrier. Les familles de Carrier ont toujours été des réservoirs à architectes ou à maîtres d'œuvre, etc. D'ailleurs, Aix a été construit par une famille de carriers qui sont les Vallons, qui est une carrière de manne. Donc, en l'occurrence, ce Marceau
en plus d'être fils de carrier, c'était un mec avec une astucieux comme c'est pas croyable. Et ce Marceau, qui rencontre là, qui est capable de faire des tas de trucs, etc., avait mis au point, et ça va voir que pour la suite, ça a beaucoup d'importance, il avait acheté des vieilles machines à bois, il avait équipé les machines à bois en mettant du tungstène sur toutes les lames. Et du coup, il travaillait la pierre de Fontvieille, la pierre qu'on appelle semi-dure, comme on travaille des planches. C'est-à-dire qu'il coupait les morceaux, et il faisait des moulures, exactement comme on le fait avec du bois, avec la pierre. Et ce Marceau, on verra qu'après ça a été fondamental pour Pouillon, ce Marceau était lui aussi un vrai Marseillais, combinard, etc., etc. Déjà. Donc un combinat, et donc il monte ce coup pour les Américains. Ce coup se passe bien. C'est-à-dire qu'en fait, le jour dit, à la date dite, à l'heure dite, ils ouvrent la porte des dames de France, et les Américains rentrent là-dedans, et ils disent, bon, monsieur Pouillon, comment ça fait bon, il paye 4 fois tout le monde, mais ça... Et là Pouillon se rend compte qu'il commence à déterminer ce que va être sa vie. Rapidité, économie pour lui, pas forcément pour les clients, mais pour lui, là, en l'occurrence, et flexibilité, et aussi, en fait, il apprend des Américains une façon d'organiser les chantiers. Les Américains, pour la guerre, ont organisé, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais enfin, tout l'effort de guerre est arrivé et a très bien marché, et donc Pouillon se dit, ça c'est vraiment une bonne façon d'organiser les chantiers. Et donc il se dit, je vais faire ma carrière sur la rapidité, l'économie, et je ne vais pas m'emmerder avec les autres. Je ne vais pas m'emmerder avec des bureaux d'études, je ne vais pas m'emmerder avec des financiers, je vais faire comme j'ai fait avec les Américains. Et là, à ce moment-là, il y a la bagarre sur le Vieux-Port. On revient au Vieux-Port. Codus Petit imagine qu'il demande à un type qui s'appelle Lecomte, qui est lui un grand ponte parisien, un prix de Rome, un grand atelier fréquenté par les étudiants à Paris, etc., en disant, monsieur Lecomte, faites-nous un projet pour le Vieux-Port. Et les jeunes loups sont là, nous on veut quelque chose, etc. Bon, ça, il ne se manifeste pas. Lecomte voit que Pouillon, c'est un emmerdeur, que Pouillon, il va lui bouffer la laine sur le dos, et lui dit, on peut lui donner un chantier, mais loin de moi, donnons-lui le chantier de la Tourette, c'est là-haut, c'est en haut sur la Tourette, c'est sur la colline, et là, il ne nous emmerdera plus. Et Pouillon, on dit, ok. Bon. Pouillon, à ce moment-là, est déjà... Alors, je vous ai passé vite l'histoire de cette maison. C'est-à-dire qu'en 1943, il s'installe ici, avec un jeune associé à lui, qui s'appelle Égère. Et là, c'est lui qui a refait d'ailleurs la façade du bâtiment. Et d'ailleurs, dans un bouquin que j'ai retrouvé sur le bouquin municipal de 1943, on dit quelle réussite, on ne cite pas Pouillon, mais on dit l'hôtel Hubo est une grande réussite de restauration, de façade, etc. Donc c'est ça ici. Je me permets de montrer cette photo découverte la semaine dernière dans la famille de Égère. Et vous êtes exactement devant l'emplacement des fenêtres où il y avait le bureau de Égère. Voilà. Vous reconnaissez les fenêtres des bureaux qui étaient là. Pardon. Et donc avec Égère, il dit, dans le moment d'architecte, il dit, Égère, je me suis associé, c'était un mec sérieux, c'était un Suisse. Et on dit ça de Suisse, ça veut dire un mec sérieux, etc. Pas un grand architecte, pas un grand inventeur, mais sérieux. Donc il s'est associé avec lui, et sur tous les coups, ils sont là. Y compris le coup des Nouvelles Galeries, donc si j'ai le temps, je peux parler, parce que Nouvelle Galerie, c'est juste en face. Ce chantier, alors, je reviens sur le Vieux-Port, parce que c'est le Vieux-Port qui est important. La Tourette. Donc il était à la Tourette, et à la Tourette, il dit, voilà, je mets en place un cabinet d'architectes pointu. Je prends tous mes élèves, je prends les meilleurs que j'ai rencontrés dans ma vie, et je fais un bureau, et je veux faire là un bureau d'études complet. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, et qui n'a pas été le cas après d'ailleurs. C'est-à-dire que j'embauche des ingénieurs, j'embauche des conducteurs de travaux, j'embauche des architectes bien sûr, des dessinateurs, des maîtreurs, etc. Tout. Je me fais un outil incroyablement efficace, et avec cet outil, je vais construire plus vite, moins cher et mieux. Donc il fait la Tourette, et là il déguisonne son copain Marceau en disant, alors ton histoire de pierre ça marche toujours, il dit ouais ça marche toujours, et bien on va mettre au point un système qui s'appelle
la pierre blanchée. Et là, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de matériaux, il n'y a plus rien, et elle se rend compte qu'un morceau de pierre d'un mètre carré coûte pas plus cher qu'un morceau de contreplaqué, qui normalement sert à faire les coffrages pour le béton. Donc ici, à la fois, je fais le coffrage, et à la fois, j'ai une finition incroyable des murs, etc. Donc ils mettent au point la pierre blanchie, c'est-à-dire qu'au lieu de ferrailler, les colonnes et les piliers sont montés sans ferraille, comme on se montait des blocs, en faisant un coffrage avec de la pierre, en coulant dans le béton, sans coffrage. Et donc, donc cette histoire-là lui permet de gagner du temps, de l'argent, du temps de séchage, parce que le béton, il faut que ça sèche, etc. Et ensuite, en plus, chose dont il tient beaucoup, il n'aime pas le béton. Il dit que le béton, c'est dégueulasse, et que ça vieillira mal. Il ne s'est pas trompé, parce que ça vieillit mal. Alors que sa pierre sera éternelle. Donc, du coup, il met en place ce système-là. Et ils font la tourette. La tourette, dans les temps, dans les prix, et surtout, donc pas dans les prix, 20% moins cher que le marché. Et lui-même me dit maintenant, on ne calcule plus comme vous faites. On va calculer les immeubles au prix au mètre carré. C'est-à-dire que si vous faites 1000 mètres carrés, ça vaut tant le mètre carré. Vous faites 1500 mètres carrés, ça vaut tant le mètre carré. Donc on va comparer les projets au prix au mètre carré, ce qu'on continue à faire aujourd'hui d'ailleurs maintenant, au prix au mètre carré. Donc ils se retrouvent là à faire la tourette à 20% moins cher que tous les autres. Ça commence un peu à crier un peu dans les trucs. Donc, mais en l'occurrence, il est là, et en même temps, il y a le comte qui fait le projet pour le Vieux-Port. Et quelqu'un propose le comte de faire une barre qui fera, une barre du meuble, toute la longueur du port, avec quelques guichets de temps en temps, c'est-à-dire des passages sous les immeubles, exactement le projet de Mailly à Toulon. Et on voit qu'est-ce qu'on a évité. Alors là, Claudius Petit, il dit, moi je veux pas d'embrouille, je veux pas des problèmes avec les parents de la petite, rien du tout, on va faire comme le comte dit. Et il y a un maire qui s'appelle Carlini, qui est un maire de droite, qui est arrivé là après, lui aussi résistant, etc., qui dit, je ne veux pas entendre parler de ce projet. Et donc il va voir les jeunes loups, voilà. Il va voir les jeunes loups en disant, attendez, je ne peux pas accepter ce projet de Lecomte. C'est une aberration, une horreur. Faites quelque chose. Alors, les jeunes loups, qui sont assez contents du coup, font un contre-projet. C'est-à-dire qu'en fait, alors que le chantier a déjà commencé, c'est ça qui est dingue, cette bataille était... Le chantier a déjà commencé, les immeubles sont au premier étage. Et Carlini dit, moi je ne veux pas attendre parler de ce projet et tout, Claudius Petit s'arrache les cheveux. Et donc, les jeunes loups, en disant, et Pouillon, qui est le leader du coup, dit, le modèle, c'est les immeubles, le Doubs, ils n'ont jamais été le Doubs, les immeubles de l'autre côté des Vieux-Ports, sur le quai des Rivenel, les grands immeubles, c'est ça le modèle. C'est ça le modèle, et avec des passages du panier sur le Vieux-Port, des ouvertures, pour que les choses soient... Et donc, il propose ça. Carlini dit, ben, c'est ce que je veux. Et donc, le comte dit, bon, ils ont qu'à faire leur projet, ces petits jeunes. Et donc, jour et nuit, ils grattent comme des fous, et ils font le projet du port tel qu'on l'a vu. Avec en plus, ce qui est très important, Pouillon propose qu'on fasse la galerie et les étages supérieurs, c'est-à-dire les terrasses, les balcons qui sont énormes, qui sont très confortables, en devant des bâtiments déjà en partie construits. Donc toute la partie que vous voyez là, avec le passage et toutes les terrasses, c'est un truc qui rajoute devant les maisons, devant le projet qu'avait fait d'un côté la première fois Expert et ensuite le comte. Alors le comte, il est en train de construire sur le domaine maritime. Il n'aura jamais le droit. Et Pouillon qui continue à dire je suis en plein western, il dit je vais me démerder. Donc il propose leur projet, et là, grand truc, le comte, lui, qui méprisait ces jeunes archis, arrive à un projet sur papier merdeux, ils entreprennent un projet superbe avec des perspectives, etc. Ce que font les jeunes architectes, ça c'est classique. Et donc, ça arrive dans le bureau de Claudius Petit. Et là, bronca, le maire ne veut pas du projet que le comte dit quoi moi qui suis un ponte, vous dites ça, moi je méprise tout ce que vous êtes. Non,
Claudius Petit qui est pris entre le marteau et l'enclume, dit, bon, attendez, faisons venir ces jeunes architectes. Pouillon arrive dans la réunion, quand il voit toute l'aréopage, il dit, je repars chez moi, c'est pas pour moi ici. Et donc Claudius Petit dit, revenez. Il y avait Carlini le maire, et dit, écoutez, vous êtes jeune, mais on va donc nommer comme chef de projet Auguste Perret, le fameux Auguste Perret qui est le pape de la construction moderne, etc. Et Auguste Perret dit, moi je ne veux pas, je suis en train de refaire l'aménagement du Havre, de Brest, je ne vais pas m'emmerder avec Marseille, donc je vais vous donner juste le quitus, et ces jeunes architectes, me semble, ont le talent nécessaire pour faire le projet. Donc il s'en va, mais il est quand même chef de projet. Et donc, Pouillon fait son projet. Alors, l'histoire sur la mer, normalement, il est complètement hors la loi. L'alignement, c'était la façade de la mairie. Donc, il est complètement hors la loi. Et à ce moment-là, il dit, mais je vais me démerder. Il va voir le préfet maritime, le préfet Claudius Petit, il vous démerdez-moi ce coup-là, j'en peux plus. J'en peux plus de cette histoire-là. Faites que ça se passe. Et qu'on reloge ces pauvres réfugiés, qu'on ne sait pas où mettre, qui en même temps, eux, gueulent, veulent voter contre, etc. Donc, et on dit, bon, ça, allez-y. Et là, Pouillon ressort toute sa mécanique, c'est-à-dire son bureau d'études, très compliqué, très performant, ses copains astucieux et des merdes, Marceau compris, et il propose de faire ce que voilà, c'est-à-dire une espèce de première peau, et surtout les passages entre les trucs. Tout le monde est content, y compris même les relogés, qui disent, en fait, ça se débloque, on va être relogé, et on avait quitté les taudis pourris, et on retrouve quand même quelque chose qui est plutôt beau. Et là, ça fait pour Pouillon une publicité énorme. Et son agence commence à construire, mais à construire, toujours dans les mêmes critères, 20% moins cher, rapide et efficace, et beau. Et donc, son histoire commence à être connue, et Pouillon a de la commande. Alors, je vais vous faire la liste des commandes, parce que je ne vais pas vous en parler, chaque projet, c'est chaque fois incroyable, mais la liste, c'est la station sanitaire. Tu l'as pas. D'abord, le stade d'Aix-en-Provence. Chose étonnante, parce qu'on y retrouve à la fois la monumentalité de Pouillon, mais on voit une espèce de voilette dessus, et cette voilette, elle n'est pas de n'importe qui. C'est Prouvé, un copain de Pouillon, qui fait la voilette sur le stade d'Aix-en-Provence. C'était un très beau projet. Alors, je crois que maintenant, ils ont un peu changé, mais c'était un très beau projet où on a lié à la fois la masse de la construction Pouillon, c'est-à-dire le monumental de Pouillon, et le voile de Prouvé. Donc c'était un très beau projet. Donc il fait ça, il fait la consigne sanitaire aujourd'hui à Regard de Provence. C'était dans le cadre de les réfugiés, trucs sanitaires. Et il fait l'immeuble de la Canebière. Je ne sais pas si je peux vous en parler, parce que l'immeuble de la Canebière, c'est encore une voyoucratie. Cet immeuble de la Canebière, il est normalement... Il y a un architecte qui a fait un petit projet, on dit il va faire ce projet. Lui et sa bande ont mis Légère, qui lui est un pétochard, il fait le P pendant que les autres vont sur le chantier, mesurer, etc., pour faire un projet, un contre-projet. Donc ils font un contre-projet, ils se démerdent, ils font une estimation, et lorsque l'autre arrive, ils disent voilà, nous aussi on a un projet, et ils vont moins 20% moins cher. Et du coup, ils gagnent le concours. Alors déjà, l'ordre des architectes, il commence ça, c'est déontologiquement impossible. On ne doit pas aller sur les terres d'un autre architecte. Il a déjà viré le comte, et l'ordre des architectes de Marseille lui fait un procès, à lui et à Devin, parce que c'était les deux leaders, les deux meneurs de la bande. À lui et à Devin, ils font un procès. Devin, on lui fait un petit blâme, parce qu'il n'est pas une grande gueule, mais Pouillon, il prend le maximum, 3 mois d'interdiction ou 6 mois d'interdiction de faire son métier, etc. 6 mois ou 3 mois pour un architecte, les délais sont tellement longs, personne ne s'en est rendu compte. Mais déjà, l'ordre des architectes a commencé à l'aligner en disant, ce mec-là, il est fait chier. D'abord, 1, il construit moins cher. 2, il ne fait pas travailler tous les réseaux, les bureaux d'études, les bureaux d'études ont longtemps été, et sont peut-être encore, des pompes à partis politiques. Les bureaux d'études, et donc ils payent les partis politiques. Donc,
tout ça, il commence à se faire des ennemis. Mais pas au point qu'on lui demande pas des tas de choses. On lui demande donc, il a fait, et en particulier l'immeuble Nestlé, qui est une vraie réussite. L'immeuble Nestlé se trouve à côté de l'autoroute Est. Et là aussi, c'était un projet qui ne pouvait pas se faire. Nestlé, qui avait du pognon, qui était en plus, comme Egère était suisse, il avait des relations, un réseau entre la Suisse et lui. Donc, ils se rendent compte qu'ils vont faire la plus grande usine de café soluble du monde. Et que là, il y a un tracé d'autoroute qui vient couper la propriété en deux. Donc, Pouillon dit, ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. En l'espace d'une semaine, il refait le tracé de l'autoroute en le décalant de 500 mètres plus loin. Et il va discuter avec l'ingénieur, le DDE, le directeur d'équipement, en expliquant que son projet, il est plutôt plus intéressant, il gagne plus d'argent parce qu'il y a moins de déblais, moins de remblais, ce qui pour une autoroute est important, de masse. Donc du coup, le type il dit oui. Et du coup, les types de Nestlé, ils disent ok, banco. Et là, sur ce banco, ils payent et ils font un projet très intéressant, mais à la fois excessivement, là tu le vois, oui, excessivement, c'est un projet à l'appairé, c'est-à-dire poteau, poutre, béton et remplissage en béton. Et ça vaut le coup d'y aller parce que c'est un très bel endroit où il a mis tout au point, la brique fourrée, c'est-à-dire il met des briques où on voit les trous et il les remplit en béton et ça fait une matière intéressante. Pouillon, pour chaque fois, trouve des trucs sympas, pas chers, pour. Donc il fait ça, la Tourette on en a parlé, il fait le Krebs, il fait le pavillon des Tuileries dont je vous ai dit que ça j'avais tellement aimé. L'hôtel de l'évêché, en même temps, dans l'espace de peu de temps. L'hôtel de l'évêché, regardez, il faut bien regarder parce que personne ne regarde avec attention. Il y a une façon de raccorder le bâtiment du 18e avec cette construction moderne absolument étonnante. Pas du tout de cassure, pas du tout de manque, une continuité, on le voit c'est là-bas au bout, une continuité entre le bâtiment du 18e et ce bâtiment qui a une force, hein, une force même qui fait dire, c'est pas normal, c'est normal qu'il y ait la police, on dirait une prison. Donc, du coup, mais c'est un bâtiment très très intéressant, dont aujourd'hui ils ne vont même pas y aller voir. Et les sablettes, et les fameuses sablettes qui elles aussi sont dans le cadre de la restauration où le village a été rasé, et là, Pouillon, en même temps, parce que tout se fait en même temps, Pouillon existe de 43, c'est-à-dire le jour d'ici, jusqu'à 61. En 61, il fait un nombre de projets faramineux. Et en 61, grand coup de théâtre, on en parlera après. Mais là, il fait donc, il fait le projet projet chez l'évêché, Sablette, le Vieux-Port. Ensuite, quand il avait fait le stade d'Aix, et que le stade d'Aix s'était très bien passé, et puis après qu'il a commencé à avoir une réputation de mec qui construisait bien, pas cher et rapide, le maire d'Aix, Mouret s'appelait. Le maire d'Aix dit c'est un bon cheval ce mec-là, c'est un bon cheval, donc il lui demande de faire une opération immobilière qui s'appelle les 200 logements. Et Pouillon, avec son sens de la communication, dit je vais vous faire 200 logements à 200 mètres du centre-ville pour 200 millions en 200 jours. Et il marque ça sur le panneau de chantier. Et tout le monde regarde les jours qui défilent, pour 199, etc., etc. Et tout le monde dit c'est pas possible. Et là, il remet encore boum boum la machine avec Marceau, etc., et qui coupe des pierres, et il fait une espèce de petit chef-d'œuvre, et je vous engage à aller le voir. Ça s'appelle les 200 logements à Aix, c'est sur la route d'Aix, qui est un endroit, qui est un petit village, il garde loge, où il y avait des trucs pour les moutons, il travaille les façades, et tout ça en pierre de taille, c'est-à-dire qu'il fait du relogement, il fait des trucs pour les pauvres, mais les mecs se disent, on ne se fiche pas de nous, hein. C'est de la grosse pierre, de la bonne pierre. Et donc, il reloge tout ça. Donc c'est une opération qui fait aussi, tout le monde en parle, toute la France en parle. Et en plus, à la fois dans la rapidité, dans l'économie, et ensuite un endroit très beau. Donc c'est à ce moment-là, Mouret lui dit, écoutez, vous voulez pas prendre l'école des Beaux-Arts d'Aix, qui est encore une école encore plus petite que l'école de Marseille, mais en fait, ils préparent les archis
en prépa. C'est-à-dire qu'avant de rentrer à l'école d'archi, on a l'admission. L'admission est assez compliquée à passer. Donc, à l'école d'Aix, ils préparaient les archis pour qu'ils rentrent après à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Donc là, ils se rendent compte qu'ils tombent sur des gens sympas, donc des gens dont on a parlé après, Siam, Eisenlohr, tout un tas d'architectes qui aujourd'hui ont pignon sur rue, qui ont été ses élèves. Et il leur dit, voilà, on va parler d'architecture, mais surtout, on va la regarder et on va la dessiner. Et c'est là qu'il demande à tous ses élèves de partir dans la ville et que chacun, ou un groupe d'un ou deux, ils reproduisent son décode bien particulier, un peu pas comme ça. Un code bien particulier, façade, plan, élévation, c'est tout. Pas plan de masse, quoi. Et ensuite, ils rassemblent tous ces dessins. Et donc, ce qu'on appelait avant en école d'archi des analos. C'est-à-dire qu'on allait analyser, ça ne se fait plus du tout depuis longtemps. On allait analyser un bâtiment en se mettant devant, en dessinant, et là, en réfléchissant, et ça qui est très intéressant le dessin, c'est que lorsqu'on regarde un bâtiment, on se rend compte que les fenêtres se correspondent. L'épaisseur des murs, l'épaisseur des fenêtres, tout ça fait poser des tas de questions qui est même mieux que de l'éducation parce qu'on regarde et on comprend par le regard. Et ça, Pouillon, ça l'a lui beaucoup. Donc, il rassemble tous ses élèves, tout le travail de ses élèves, sur son propre pognon, parce que Pouillon commence à gagner beaucoup d'argent. Sur son propre pognon, il paye une grande expo, il paye une édition de bouquins, et c'est là où il fait sa fameuse expo dont je vous ai parlé au début, à Aix-en-Provence, à l'hôtel Meunier d'Open, à côté du SIAM, du congrès d'architectes modernes. Et c'est là, bon. Et là, il fait ça. Et pendant qu'il fait ça, il fait en même temps les 200 logements d'Aix. Et là, ding, ding, ding. Marignane. Oui, presque en même temps, mais Marignane, c'est particulier, c'est que le projet est donné à Auguste Perret. On voit le projet là, c'est marrant de voir les projets d'Auguste Perret, il a une tour au milieu, on dirait un beffroi. C'est tout à fait une architecture du Nord, avec un beffroi au milieu. Ce beffroi servait à l'époque des hydravillons, etc., un phare. Et Perret meurt. Et comme il était l'assistant de Perret, on dit Pouillon, faites le truc de Marignane. Mais dans des conditions où lui-même, il est très content sur la technique, les portées, etc. Mais il n'est pas très content parce qu'on lui a enlevé la mission d'aménagement intérieur, on lui a enlevé plein de missions. Il se rend compte qu'il a fait un beau hangar, mais il avait plus d'envie que de faire un beau hangar. Donc il fait ça, et surtout, il y a le problème d'Algérie. Il y a un maire à Alger, et ça c'est très important. Il y a un maire à Alger qui sent que ça sent le roussi. Ça sent beaucoup le roussi en Algérie, et qu'on a depuis 200 ans ou 150 ans de colonisation, on n'a jamais rien fait de sérieux pour les gens du coin. Et qu'il a donc l'intention, il appelle Pouillon parce qu'il a appris que Pouillon construisait pas cher, qu'il construisait pas trop mal, et ensuite, je dis pas trop mal parce que vous allez voir après, pas trop mal, et ensuite, vite. Donc il fait venir Pouillon, qui saute d'un avion à l'autre, parce qu'à ce moment-là, il travaille partout, même en Iran. Il travaille partout, même en Iran, et il arrive à l'avion, et il dit à M. Pouillon, est-ce que vous êtes libre pour construire? Il dit, bon, je suis toujours libre, est-ce que vous avez des terrains? Est-ce que vous avez des sous? Il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas de terrain, mais on va les trouver, etc. Donc, en l'espace de rien du temps, le voyage, une semaine, le maire trouve des terrains, et dit, aujourd'hui, là aussi, ça ne va pas être un problème d'argent. La France a beaucoup de problèmes avec l'Algérie, elle veut faire des investissements importants, parce qu'elle ne veut pas perdre l'Algérie, voilà, globalement. Et que là, il faut qu'elle montre sa présence en Algérie. Donc, ils se mettent à s'entendre bien. Alors, Chevalier étant lui aussi un ancien résistant, etc., donc il a toutes les décorations pour faire ce qu'il faut faire. Et il dit à Pouillon, allez-y, carte blanche. Et il a un de ses adjoints, qui s'appelle Dalos, qui est lui aussi un ancien résistant, et qui est un commerçant. Un grand commerçant, qui fait le commerce de l'alpha. C'est-à-dire qu'il vient en Algérie, il achète de l'alpha, je ne sais pas quoi ça sert exactement l'alpha, mais il charge des bateaux, et les bateaux reviennent vides. Donc Pouillon dit, bonne maison, avec les bateaux qui reviennent vides, on va le charger de pierres, et on va construire, puisque je sais bien le faire, ça, avec Marceau, on va construire
des trucs. Et il construit 3 cités. Djarsada, Darmansoul, et là, ici, c'est Climat de France. Ces 3 cités sont construites pratiquement, même dernier, c'est Climat de France, mais pratiquement en même temps, en l'espace de 3-4 ans. Rien de temps. Et c'est des milliers de logements. Là, Climat de France, 35 000 personnes, 3600 personnes. Aujourd'hui, c'est 35 000 personnes, là, dans le même endroit. Donc, nous, on y est allé récemment en voyage, on ne peut plus rentrer, quoi. On dit, la police dit, n'y allez pas. Mais c'est un endroit prodigieux, mais prodigieux de beauté. Et alors, je prends les 2 premières. Darsada, il met en place un tas de trucs. Je sais pas si c'est Darsada qui est un peu avant. Voilà, c'est ici. Elle m'a sous la tête, ça ressemble étrangement, mais vous voyez que chaque fois, et là, malgré les photos que j'ai, sont des photos qui ont été faites au moment de la construction, elles sont moins pisseuses que celles-là. Et parce que la pierre a été entretenue, et même nous on est retourné récemment, Darsada a été retapé, et ça a beaucoup de tenue. Darmansoul, c'est pareil. Darmansoul, c'est juste à côté, c'est une cité là aussi, je ne sais pas combien de milliers de logements, et avec deux standings, un confort, 2 types de confort. Confort, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus comment il appelle. Un confort de grand style et un confort moyen. Et là, le style, c'était les pieds noirs, etc. Et le moyen, c'est pour les Nord-Africains. Qui d'ailleurs, les Nord-Africains, bon, de l'un, de l'autre. Enfin, et donc, j'ai visité récemment. C'est un endroit qui, après, je ne sais pas combien d'années de FLN, après les problèmes, les années noires, etc., est un endroit qui est bien entendu tout pourri, rempli de paraboles, tout ça. Mais les petits espaces qui déterminent les endroits sont absolument prodigieux. On se croirait sur des placettes provençales. Au lieu d'avoir un pain au milieu, c'est un palmier. Mais des endroits où on sent que les gens, ça doit marcher, là, ça doit cohabiter, ils doivent se parler, ils doivent s'aimer, quoi, parce qu'ils sont dans une proximité, dans un lieu sympa. Et donc, il fait ces 3 cités qui sont, alors tout le monde en parle, sauf Archi d'aujourd'hui, puisqu'en même temps, les modernes sont en train de construire le bâtiment de pont, c'est-à-dire un bâtiment corbuséen où les voitures passent sur le toit, et une autre cité, que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais une cité assez semblable à l'unité d'habitation de Corbusier, mais à l'algérienne, avec des pratiques algériennes, c'est-à-dire que c'est une HLM comme on en connaît partout. Et Archi d'aujourd'hui fait des articles sur ces constructions-là, et ne dit pas un mot sur Pouillot qui construit des milliers de logements où les gens sont heureux, parce que même aujourd'hui, c'est ce qui est incroyable, on arrive dans cette Algérie qui est un peu en déshérence, et on va se promener les endroits où nous a laissé rentrer, et là, les petits disent « Monsieur, on habite chez Pouillot, monsieur, on habite chez Pouillot ». C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il passait déjà 40 ans, c'est dans des conditions pas possibles, mais ce qui est intéressant, et là on le voit bien sur la cité des 200 colonnes, c'est qu'il se dit, c'est pas parce que je construis pour les pauvres que je vais leur donner de la merde. Donc je vais leur donner même du monumental. Et les 200 colonnes, c'est justement là où il fait du monumental. C'est-à-dire qu'il construit, on voit pas bien parce que, moi-même je suis pas allé, mais j'ai vu les photos, mais on voit bien que les façades intérieures sont en terre cuite, avec des boutiques, etc., dans le rez-de-chaussée. Et devant, il construit ce grand portique avec les 200 colonnes, en empilant toujours les fameuses pierres de Marceau, qui a ensemblé des bateaux et des bateaux, en premier plan. Et en fait, ça fait que l'espace entre les deux est un espace où on se croirait dans un souk. C'est-à-dire qu'entre les deux, c'est une petite rue en Algérie avec le linge étendu, tout ça. Mais la façade est une façade monumentale, inspirée, très inspirée, du Médan d'Ispahan, qui est, pour les gens qui travaillent sur l'espace public, la Mecque, plus le paradis, etc. C'est la grande place d'Ispahan, qui fait 500 mètres de long, 200 mètres de large, dans laquelle on faisait des courses de chameaux, on faisait du polo, etc. Et qui est un endroit d'une beauté absolument incroyable, parce que fait au XVIIe siècle, tous les immeubles avec les mêmes arcades, un endroit qui fait rêver tous les architectes. Donc, tout d'Ispahan, il a pris la même proportion, il a pris les mêmes codes de plan de ville, etc. Et il a construit, en plus petit, puisque là, ça ne fait que... J'ai remarqué,
C'est exactement la grandeur du Courcelles-Dorf. 360 mètres de long par 36 de large. C'est exactement le Courcelles-Dorf. Et à l'intérieur des immeubles, une place publique de cette nature-là. Et d'ailleurs, ils ont fait, 5 ans après, le festival panafricain dans ce lieu-là qui était somptueux, avec Myriam Makeba, etc., à l'intérieur de cet immeuble-là, dans cet espace monumental. Et là, et en même temps, pour Pouillon, ça tombe du ciel, et c'est la grande star de la grande star. On lui dit, mais vous devriez aller travailler en Iran. Alors il va en Iran, il construit une caserne, il construit... On est moins informé de ça, parce que c'est plus loin, à peu près l'Iran, c'est pas si facile. Il construit des casernes, il construit des gares, il construit des tas de trucs, le palais pour le chat, etc. Et en plus, il tombe amoureux d'une Sherazade du coin. Donc, et là, il se pose la question, c'est marrant, dans ses mémoires, il en parle, est-ce que je reste là et j'arrête, et je deviens moi-même le pacha, Sherazade, etc. Ou je retourne au labeur, parce qu'en fait, il passe ses nuits dans les avions entre Paris, Marseille, l'Algérie, parce que Paris a commencé déjà, et on est à Paris, c'est là où il va avoir un couac. Paris a commencé déjà, donc il passe sa vie dans les avions. Et bien entendu, il est riche, il est Rolls, il aime le luxe. Pouillon aime le luxe, il aime les femmes, etc. Donc, maîtresse, Rolls, etc. On verra qu'après, ça va lui être beaucoup reproché. Mais là, il a une vie de dingue de son métier. Tout le monde accepte qu'il se paye ce qu'il a envie. Donc, et puis après, il embrouille avec l'Iran, donc il rentre en France, et il dit, Rastignac, à nous deux Paris. C'est-à-dire qu'il a fait tous ses projets, et là il s'est dit, en fait, la vraie réussite, elle est à Paris. Donc je vais appliquer à Paris ce que j'ai su faire partout, en Algérie, à Marseille, etc. Donc il arrive à Paris, et là, à Paris, il ne connaît pas bien. Et en plus, Paris, il ne pourra pas arriver d'un très bon œil. Et donc il dit, il faut que je m'entoure de gens qui connaissent, donc, des gens qui travaillent dans l'immobilier, il embauche un préfet à la retraite, il embauche des financiers, il embauche des gens. Et là, il tombe dans un panier de crabes dont on ne peut pas se sortir. Les types, lui a tous ses chantiers dans le monde entier, plus. Il fait 3 opérations, il en fait 4, mais 3 qui sont connues à Paris. Il fait Meudon-la-Forêt, il fait, je ne me rappelle plus quoi, et il fait surtout le Point du Jour. Je vous engage à aller y aller, parce que c'est des trucs qui ont été faits il y a très longtemps, dans les années 50, et qui ont une fraîcheur. Là encore, en travaillant terriblement l'espace. Pour Meudon-la-Forêt, il dit, mon modèle, c'est Versailles. Donc, je fais des appartements accessibles à la propriété, 20% moins cher, mais pour les espaces publics, ne vous inquiétez pas, c'est Versailles. Grand bassin, plantation d'alignement d'arbres, petits ponts, etc., etc. Des trucs vraiment de bonne qualité. Et moi qui ne connaissais pas, j'aimais Pouillon, mais je ne connaissais pas ces opérations parisiennes. C'était remarquable, remarquable. Donc il fait ça. Et là, tout se grenouille, tout se met à se rencontrer. Les architectes qui disent construire moins cher. Les promoteurs, ils disent attends, il est en train de faire promoteur, bureau d'études, architecte, financier, il fait tout. C'est déontologiquement interdit. On n'a pas le droit, quand on est architecte, de faire des opérations de commerce. On n'a pas le droit d'avoir des entreprises commerciales qui font du truc, etc. Donc tout le monde se met à le coincer parce qu'il emmerde tout le monde. Parce qu'en plus, il a un ego qui ne doit pas être mince. Déjà que cette profession est portée à la chose, là je pense qu'il était champion du monde. Donc, et il dit, mais c'est toujours pareil, les Marseillais se font choper parce que quand Pierre Puget, qui a été aussi un martyrisé de Marseille, disait à Louis XIV, les pierres tremblent devant mon ciseau tellement je suis fort. Donc on dit, oh calmez-vous, Pouillon pareil, calmez-vous. Et donc il arrive à Paris, et du coup, les financiers, alors il construit, il fait ce qu'on a, il construit au fur et à mesure que les gens achètent. C'est-à-dire quand ils achètent, il n'y a rien, sur plan, hein, et il construit. Et là, c'est un truc qui est difficile, parce qu'il faut qu'ils produisent assez vite pour que les gens rentrent, classique dans la promotion, classique dans la promotion.
Mais lui, toujours avec ses idées de grandeur, il ne va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Et donc, il construit. Et à un moment, les banquiers, ils disent, attendez, mon merde, celui-là. Stop, on arrête les crédits. Ensuite, il se rend compte que tous les mecs qu'il a embauchés à Paris sont des grenouilleurs, des coquins, ils se font payer des châteaux, ils se font payer sur le compte de cette opération. Des voitures, des trucs, des chasses en Sologne, enfin bon. Là, la machine va plus vite que ce qu'il a maîtrisé d'habitude, parce que ces gens-là dont il avait besoin pour vendre des opérations, pour avoir des permis de construire plus rapides avec l'ancien préfet, etc. Classique dans là, ça commence à gripper de partout, et là on va voir que... Et donc on coupe les trucs, et là il ne peut pas finir. C'est-à-dire que le point du jour, il y a rupture de trésorerie avec une combine financière fait par ses associés absolument atroce, donc il est coincé. Et là, il dit, écoutez, voilà, j'arrive pas, mais je vends tous mes biens. Et il avait accumulé pendant toute sa carrière courte mais excessivement dense, des maisons, des objets d'art, parce qu'il adorait ça, des livres rares, etc. Donc il vend, et petit à petit, ils arrivent doucement à construire, mais il avait à la fois comme associés des gens qui étaient vraiment véreux, qui étaient en fait aussi très liés aux partis politiques, et en particulier au SAC, etc., qui en fait avaient aussi filé des ronds pour alimenter les campagnes. Et donc Debré lui-même dit « Je veux la peau de Fernand Pouillot ». Donc, ce qui n'était qu'une banqueroute, somme toute, ce qui arrive tous les jours, devient, j'irai jusqu'au bout. Non, mais c'est je sais, j'ai compris, mais je vais le faire à sec quand même. Devient en définitive une opération de presse, mais l'histoire de Depardieu, c'est peanuts à côté. D'un coup, la presse se met à hurler, ce type-là a volé les pauvres, il a regardé, il fait des soirées merveilleuses, il a 1 million de maîtresses, il a des voitures, il a le château en Sologne, etc. Et en fait, la presse se met à le fracasser. Le pouvoir politique dit, attendez, c'est un bordel, la reconstruction, ça ne marche pas et tout. On va lui faire porter le chapeau. Et là, il faut venir les flics, et il emprisonne. Chose qui n'arrive jamais pour une banqueroute. Mais la presse a remonté que c'était un voleur de pauvres, etc. Et paradoxalement, personne ne porte plainte. Les mecs, soi-disant lésés, avec sa fortune, est arrivé à faire continuer, etc. Aucun des mecs lésés ne porte plainte. Mais quand même, on le met en prison. Et là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment, en fait, en ayant fait une faillite, mais dont il avait pas mal d'argent, il savait que s'il allait au bout, tout le monde serait logé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et sur le temps de construction, les bâtiments qui étaient vendus les derniers, ceux qui étaient revendus après, coûtaient le double de ceux qu'ils vendaient. Donc il y avait une forme de possibilité de spéculation, que donc personne ne se plaignait d'attendre un peu plus pour avoir des bâtiments. Donc la mayonnaise monte, mais dans la presse. C'était trop beau. C'était trop beau. Un mec qui vole les riches, qui se promène avec des maisons, des chemises en dentelle, des nœuds papillons, qui fait des fêtes, etc., etc. Donc, en prison. Et là, c'est terrible. Pour lui, c'est terrible, non pas la prison, je crois qu'il avait ce côté cistercien, quoi. Ça n'aurait pas gêné, mais... Et là, il se met en prison, il se met à écrire. Et il écrit Les Pierres Sauvages, qui est en fait son seul traité son traité d'architecture. Il le fait avec un moine cistercien du XIIe siècle, et il raconte tout ce qu'il a dans sa tête en tant qu'architecte dans la vie de Guillaume Valls, qui, je pense, est un type qu'il a inventé, qui serait l'architecte, moine maître d'œuvre, puisqu'à cette époque-là on n'appelle pas l'architecte, moine maître d'œuvre dans l'abbaye du Tournai. Et donc l'histoire, c'est à la fois les questions qui se posent sur la pierre, les questions qui se posent sur le vent, sur tout ce que les questions que se posent les architectes lorsqu'on leur dit voilà la feuille blanche, vous allez construire là.
Ben, si, sa théorie, il l'a fait porter par Guillaume Valls, etc. Et donc il fait un bouquin, et encore une fois, ce bouquin est un best-seller. Ça marche tout de suite. Et il est toujours en prison. Et là, c'est la prison, ça dure, ça dure. Le procès, on lui en rajoute, on lui en rajoute, on lui en rajoute. Il n'a pas payé l'impôt, il faudrait, etc. Il est en quatrième dessous et il pense tout le temps à se suicider. Il pense tout le temps à se suicider. Et là, il fait la grève de la faim, il est moitié mort, etc. Et il arrive à dire on va le mettre dans un hôpital. Parce qu'après en prison, il ne peut pas tenir. Là, il va à l'hôpital, et là, alors que tout le monde le croit mort, il s'évade. Et là, c'est incroyable, parce que ça redevient encore le prince de la Renaissance. Qui s'est évadé? Casanova s'est évadé des plombs, Benvenuto Cellini s'est évadé de trucs. C'est un peu le personnage de la Caravage, quoi, en fait. C'est-à-dire une espèce de mauvais garçon, etc. Donc il s'évade, avec plus ou moins des complicités, y compris les complicités du FLN, parce que les gens ont bien vu ce qu'il avait fait en Algérie. Et Chevalier, qui a pris position pour l'Algérie algérienne, est resté. Donc il se fait aider, donc il va s'exiler en Italie, à Fiesole. Et là, il est malheureux comme les pierres, parce que la vie d'un évadé, c'est terrible, quoi. Il n'a plus d'argent, c'est terrible, c'est terrible. Et au bout d'un moment, il dit ben, je vais rentrer. Et le jour de son procès, il revient en France et il se pointe au commissariat en disant je viens au procès. Et là, il va au procès et il plaide autant qu'il pouvait le faire. Mais il y a eu tel bronca qui a été monté autour de cette affaire-là que il y avait des gens qui disent attendez, ce type-là, il a donné toute sa fortune, il s'est mis sur la paille, il a tout remboursé, et en plus, les bâtiments sont en train d'être terminés. Donc il n'y a pas vraiment de vol, il y a eu un dépassement, il y a eu une banqueroute momentanée, mais l'histoire, ça continue. Et donc, il arrive là, et tout le monde est séduit parce que c'est un mec charmeur, c'est un Méditerranéen, il parle bien, il parle de son métier avec passion. Hein, et il communique cette passion aux autres. Donc, en fait, il prend 3 ans de prison. Là, il fait 3 ans de prison un peu aménagé. Et là, il se dit, je vais régler mes comptes. Et il écrit notre bouquin, c'est les mémoires d'un architecte. Et là, croyez-moi, quand vous lisez les mémoires d'architecte, il soigne tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a sa dose. Les architectes marseillais, l'ordre des architectes. Parce que l'ordre, en même temps, le radit à vie de l'ordre des architectes. Radit à vie, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de construire le moindre mur. Donc, il est complètement abandonné. Pour moi, je dis, il est devenu le martyr qu'il souhaitait être. Il mettait son métier comme une religion, et il était enfin le martyr. Je pense qu'il n'a pas tellement aimé. Mais en fait, pour moi, ça a été un martyr de l'architecture. Bon, donc, je vous fais vite parce que je vois qu'il s'impatiente, mais donc il écrit, bon. Et ensuite, en même temps, comme il n'a plus travailler, son copain Chevalier lui dit écoute, tu as été par le FLN, moi je m'occupe d'un ministère en Algérie, viens d'Algérie et tu vas t'occuper d'un truc en Algérie. Et il passe très longtemps en Algérie, et là, on connaît moins bien. Toute son œuvre marseillaise, je vais m'arrêter à l'œuvre marseillaise, c'est-à-dire d'ici à sa mise en prison. Mais la suite est aussi intéressante, c'est-à-dire qu'il construit immensément de choses. Ça va de l'abattoir, de bureau de poste, hôtel, surtout hôtel, puisqu'il était payé par le ministère du Tourisme, dont la perspective était de rendre l'Algérie un lieu touristique. Ça n'a jamais marché, ils n'ont jamais voulu le faire. Mais en l'occurrence, lui a fait des équipements absolument sublimes. Donc, récemment, avec mes copines, on est allé habiter dans un hôtel de Gardaïa qui est une splendeur absolue et de connaissance profonde de ce qu'est le Mzab et l'architecture du Mzab, ce qui est une architecture très particulière, très spéciale. Il a fait un hôtel incroyablement beau, qui aujourd'hui, il y a des crapauds dans la piscine, c'est géré par des gens malhabiles, et le petit déjeuner se prend avec des biscottes et de la confiture dans le plastique, quoi. Donc, mais en l'occurrence, tout l'équipement était là, et d'une grande beauté.
Aujourd'hui, n'importe quel type ferait de là un palace incroyable. Donc, il arrive en Algérie, alors l'Algérie, il travaille au bout d'un moment, il en a marre parce que l'Algérie, parce que c'est le PLN, parce que c'est les soviétiques, après ça ne marche pas bien. Donc, et à ce moment-là, il dit je vais rentrer en France. Et là, toute la vieille histoire du RPR, de Debré, tout ça, est tombée, et c'est Pompidou qui est président. Et Pompidou, qui avait entendu parler des méchancetés et de l'injustice qu'on lui avait faite, réhabilite Pouillot, lui redonne sa Légion d'honneur, lui donne de la commande, mais on peut parler de cette œuvre-là, il y en a une œuvre, mais je vais aller plus vite. Il y a une œuvre française après ça, mais quelque chose a été vraiment cassé. Pouillon est encore un grand architecte, un bon architecte, mais c'est plus le flamboyant Pouillon de ces années 43, 61. C'est un très bon architecte. Quand on voit là, les trucs d'Algérie, ils sont excessivement belles. Mais à Paris, il est revenu pour faire un plan d'aménagement de Créteil. Ça ne marche pas. Il a fait un problème pour l'aménagement du port de Saint-Tropez. Ça ne marche pas non plus. Il a même fait un projet pour l'aménagement de le quai Branly. Là, aujourd'hui, le truc, pour faire espagner les congrès. Ça n'a pas marché. Il a fait... mais c'était fini. Son époque était passée. Son époque, comme on a vu au début, c'était la libération et la reconstruction. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que... Belcastel, un mot pour Belcastel. Belcastel. Ah oui, bon, alors, dans sa vieillesse, Belcastel, il a l'image, dans sa vieillesse, il avait acheté, quand il avait beaucoup d'argent, et je ne sais pas comment c'était qu'il a encore gardé, un vieux château dans le sud de la France, en Aveyron, qui s'appelle Belcastel, qui était complètement en ruine d'ailleurs. Je crois qu'il était complètement en ruine. Et il a tout retapé, il a acheté les maisons, il a refait le village, etc. Oui, c'est ça. Il a refait. Je suis jamais allé, mais je sais que c'était assez chouette. Il a refait le village, et même, il y a une plaque. Alors, cette plaque qui a été assez marrante parce que ça montre aussi le personnage. Une plaque que tu avais, Comment la plaque. Ah, la plaque de. Ouais, La plaque. Ce qu'il y a, c'est que Pouillon, pendant sa grande gloire, disait il faut que je remercie les ouvriers, parce qu'il était très proche du chantier, donc très proche des gens qui fabriquaient. Et il dit il faut que je trouve un système pour remercier les ouvriers d'avoir... et donc il offrait des pièces d'or aux ouvriers à son effigie. Donc quand il y a eu le procès, on peut imaginer qu'est-ce que ça a donné. Donc il offrait. Et il disait, je leur donne une pièce d'or, ils la gardent, et qu'ils ont un problème, un jour ils la vendent. Ben, c'est une bonne façon de faire un cadeau. Il aurait pu mettre autre chose que sa figure. Mais en l'occurrence, c'est une bonne façon de faire un cadeau. Donc ça montre toute la complexité de ce personnage qui se voit un peu en Benvenuto Cellini. Il avait racheté lui-même une médaille qui avait été sculptée par Benvenuto Cellini et qu'il a dû vendre quand il a fait faillite. Il avait énormément d'objets d'art de grande qualité et tout. Et donc, c'était vraiment un vrai prince de la Renaissance. Et il a dit dans ce truc, j'ai pas choisi l'époque, mais si j'avais dû choisir, j'aurais bien aimé vivre à la Renaissance. Parce que c'était un moment où on aimait les artistes et les techniciens. Puisqu'en fait, si vous voulez, pour lui, le maître d'œuvre et l'artiste, c'est un truc de Brunelleschi qui invente le dôme de Sienne, est un orfèvre. Donc les gens, c'était des artisans, quoi. Entre l'architecte et l'artisan. Si j'avais plus de temps, je vous parlerai du hold-up. Du hold-up des architectes au XVIe siècle. Parce qu'il y a deux mots. Jusqu'au XVIe siècle, c'est les maîtres d'œuvre, dans les gens qui viennent du chantier, qui sont des maçons, etc., qui deviennent des patrons du chantier. Au XVIe siècle, il y a un mec qui s'appelle Alberti, il dit l'architecture è una cosa mentale. Donc, plus les gens connaissent les salles et tout, ça se passe aux gens qui connaissent le latin et tout. Et à partir de là, le métier d'architecte commence. Et ce métier d'architecte met de côté tout ce qui était les manuels que lui, il adorait. Voilà, c'est terminé, merci. Merci. Sur l'autoroute et impossible de me garer ici.